Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Optimum. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première d'une série consacrée à la coopération commerciale internationale, où on va s'attarder sur la question des négociations commerciales, donc le processus pour parvenir à un accord, les difficultés rencontrées et les enjeux qui sont sous-tendus. Alors, de quoi parle-t-on quand on traite de la coopération commerciale internationale? Il s'agit en grande partie de l'enjeu de la libéralisation du commerce international, c'est-à-dire d'un processus au cours duquel les échanges internationaux de biens, de capitaux, de services vont être facilités grâce à la suppression de barrières tarifaires comme non tarifaires, de sorte à aboutir à terme à une situation de libre-échange. Mais pourquoi la coopération internationale est-elle si nécessaire? Eh bien pour deux raisons majeures. D'abord, un gouvernement n'a pas intérêt à s'ouvrir unilatéralement au commerce international, puisque ces entreprises pourraient entrer en concurrence avec des firmes étrangères qui, elles, bénéficieraient d'un ensemble d'aides, de protections assurées par leur état d'origine, et donc il y aurait une situation de concurrence déloyale qui nuirait grandement à ces entreprises et par conséquent à son économie. Et puis, il y a cette tendance qu'ont les gouvernements à protéger leurs entreprises fragiles, les moins compétitives, de la concurrence internationale. C'est l'argument par exemple du protectionnisme éducateur de Friedrich List. Et cette tendance aussi à libéraliser simplement des secteurs de leur économie où leurs entreprises disposent d'avantages comparatifs, c'est-à-dire où leurs entreprises sont les plus compétitives. Alors, comment faire émerger de la coopération et donc faire avancer la libéralisation des marchés internationaux? Cela passe souvent par des négociations commerciales entre les gouvernements. Pour étudier en détail le processus de négociation commerciale internationale, on peut utiliser un modèle spatial relativement simple. On va l'illustrer par un exemple, celui du cycle de négociation lancé par l'Organisation mondiale du commerce à Doha en 2001, qui reposait sur deux enjeux majeurs, la libéralisation du marché agricole des États-Unis et de l'Union européenne d'une part, et la libéralisation du marché des biens des pays membres du G20, où sont notamment représentées de grandes puissances industrielles émergentes ou qui depuis ont émergé. On peut donc représenter l'espace de négociation du cycle de Doha avec un graphique où est représenté en abscisse le niveau de protection du marché agricole de l'Union européenne et des États-Unis, sachant que plus on s'éloigne de l'origine du repère, plus le niveau de protection est élevé, et donc en ordonnée le niveau de protection du marché des biens des pays membres du G20. À partir de là, on peut commencer par y inscrire quelques points remarquables. D'abord, des points de situation idéale pour le G20 et le groupe États-Unis-UE. Pour le G20, c'est une situation où le pays protège son marché des biens et où les États-Unis et l'Europe auraient libéralisé leur marché agricole de manière unilatérale. Donc un point situé en haut à gauche. Et c'est l'inverse naturellement pour les États-Unis et l'Europe avec un point qu'on va venir placer en bas à droite, qui illustre donc une situation où le groupe des 20 aurait libéralisé unilatéralement son marché des biens et où les États-Unis et l'Europe auraient conservé des protections sur leur marché agricole. On peut aussi placer le point SQ qui désigne le statu quo, c'est-à-dire une situation sans accord commercial où les deux groupes n'auraient pas libéralisé leur marché. Ce point est donc situé dans le coin, en haut à droite de notre repère. Dans notre modèle, on considère que l'utilité captée par chaque groupe est une fonction linéaire de la distance à partir du point de situation idéal, c'est-à-dire que plus on va s'éloigner de ce point, plus l'utilité engendrée par la politique commerciale va décroître. On comprend donc qu'une libéralisation unilatérale du G20 par exemple n'est pas envisageable puisqu'elle n'aurait pour effet que de faire chuter grandement l'utilité pour le groupe en se rapprochant au contraire du point de situation idéal du groupe États-Unis-Europe. Alors, comment sortir de cette situation? On peut schématiser toutes les situations préférées au statu quo en traçant deux courbes d'indifférence circulaires centrées sur le point de situation idéal de chaque groupe avec un rayon égal à la distance entre ce dernier et le statu quo. Toutes ces situations sont donc celles comprises à l'intérieur de ces courbes d'indifférence. Après les avoir tracées, on voit donc qu'il existe un espace où les deux pays peuvent bénéficier mutuellement d'une meilleure situation en acceptant de libéraliser un peu leur secteur respectif, et c'est par la négociation que cela va aboutir. Donc essayons d'aller un peu plus loin. On peut connecter tous les points pour lesquels les courbes d'indifférence des deux ensembles de pays sont tangentes, afin de dessiner la courbe des contrats, ici tracée en rouge, qui représente l'ensemble des accords mutuellement bénéfiques entre les deux groupes. On voit donc que plusieurs scénarios sont possibles,
et cela implique des conséquences distributives puisque certains accords vont bénéficier plus à un groupe qu'à un autre. En réalité, il n'y a qu'au point E que les gains sont équitablement partagés. C'est le point situé sur la courbe des contrats qui est équidistant par rapport aux deux points de situation idéal. Cet accord est donc Pareto optimal puisqu'il n'est pas possible de trouver un autre accord sans que l'utilité de l'un des deux groupes ne soit diminuée. Ainsi, entre les points D et E, l'accord est plus intéressant pour le G20 et inversement entre E et F, où l'accord va être plus intéressant pour les États-Unis et l'Europe. Alors quels sont les facteurs qui vont influencer l'accord final et faire qu'il va bénéficier plus à un groupe qu'à l'autre ou qu'il va répartir équitablement les gains? Il faut prendre ici en compte le pouvoir de négociation de chaque groupe. Celui-ci est une fonction de plusieurs facteurs, en voici les principaux. D'abord, il faut considérer le rapport de force entre les deux groupes. Est-ce qu'un groupe est hégémonique au niveau politique et économique et donc serait en mesure d'imposer plus facilement ses conditions? Et il faut aussi considérer des facteurs plus subtils, tels que la patience, qui fait référence au fait que l'une des deux parties prenantes pourrait préférer trouver un accord rapidement parce que pendant le temps de négociation, chacun des groupes sacrifie de l'utilité, ou encore l'existence d'options alternatives en cas de désaccord. Il faut par ailleurs considérer le rôle que jouent les institutions internationales, et en particulier l'OMC, qui va accompagner les discussions, les organiser de sorte à aboutir aux accords les plus justes et qui conduiraient à une plus grande libéralisation des marchés internationaux. Bien, nous avons donc vu dans cette vidéo que les gouvernements ne sont incités à libéraliser leurs économies uniquement lorsque des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux sont conclus, offrant alors des bénéfices conjoints aux parties prenantes, même si cela implique des conséquences distributives déterminées par le pouvoir de négociation de chaque acteur. Il nous reste maintenant à voir comment assurer la bonne exécution de l'accord commercial. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. D'ici là, merci à vous pour votre écoute et à bientôt.